Quand le mariage de mon frère est devenu trop cher, mes parents ont secrètement transféré ma maison à leur nom, et ils l'ont vendue, pendant que j'étais hors de l'État. Ils ont prétendu que c'était juste, parce que je suis toujours le membre responsable de la famille. J'ai 30 ans, et je travaille comme consultant en évaluation des risques pour une entreprise de fabrication. J'ai acheté ma première maison il y a 2 ans, dans le canton de Loé-Marian. C'est une belle maison coloniale à 3 chambres. J'ai versé 20% d'apport, j'ai financé le reste, et je paie mes mensualités avec la régularité d'une horloge depuis lors. Mes parents ont toujours eu un enfant préféré, et ce n'était certainement pas moi. Mon père a 57 ans, ma mère 54, et mon jeune frère, Drake, en a 26. Ils lui ont payé l'intégralité de ses études supérieures. Moi, j'ai dû contracter des prêts, que je rembourse encore aujourd'hui. Ils lui ont acheté une berline presque neuve pour ses 21 ans. Moi, j'ai économisé pendant 2 ans, en travaillant de nuit dans un entrepôt, pour me payer un vieux pick-up d'occasion. J'ai eu un flash de mémoire, pendant que tout cela se déroulait. J'avais 8 ans, et j'avais économisé en faisant des petits boulots dans le quartier. J'avais mis de l'argent de côté pendant des semaines, pour acheter cette voiture télécommandée qui m'obsédait. Drake avait 4 ans, et il voulait la même voiture. Je suis rentré de l'école, et j'ai trouvé ma tirelire vide. Ma mère m'a expliqué que Drake voulait vraiment cette voiture, et que j'étais assez grand pour comprendre l'importance de partager. Drake a eu la voiture. Moi, j'ai eu droit à une leçon de morale, m'expliquant qu'il fallait être mature et faire passer la famille avant tout. C'était le modèle établi. Et ça l'avait été pendant tout ce temps. Drake s'est fiancé il y a 8 mois à cette femme, Luna, 25 ans. Elle est plutôt gentille. Ils cherchent encore tous les deux leur voie professionnelle. Drake s'occupe de la gestion des réseaux sociaux pour une chaîne locale de salles de sport. Luna travaille à temps partiel dans un salon de beauté, où elle fait les ongles et les cils. Il n'y a rien de mal à cela, sauf qu'il prévoit d'organiser un énorme mariage à l'étranger, au Costa Rica, ce qui coûte une fortune à mes parents. Il y a 3 semaines, je suis parti pour l'Ohio. C'était pour un important projet d'évaluation, dans une usine de fabrication près de Cleveland, qui présentait de graves problèmes de conformité. Une mission de 3 semaines, un gros projet, une grande visibilité, exactement le genre de travail qui permet de bâtir une carrière. Avant de partir, j'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient passer de temps en temps à la maison, pour arroser les plantes, récupérer le courrier, des choses habituelles de voisinage. Ils avaient des clés de rechange, datant de l'époque où ils m'avaient aidé à emménager. Bien sûr, chérie, m'a dit ma mère, toute chaleureuse et souriante. Nous prendrons bien soin de tout. J'aurais dû remarquer cette atmosphère étrange, quand mon père n'arrêtait pas de me harceler de questions sur mes dates exactes de voyage. Quand partais-je? À quelle heure était mon vol? Quand revenais-je exactement? Mes voisins avaient-ils mes coordonnées? Quelqu'un d'autre avait-il des clés? Je pensais qu'il était juste paranoïaque à l'idée d'un cambriolage. Il s'avère, en réalité, qu'il planifiait le cambriolage lui-même. J'en étais à mon 4e jour sur le projet dans l'Ohio, en pleine réunion avec la direction de l'usine concernant leur risque de ventilation, quand mon téléphone a commencé à vibrer. Un numéro local inconnu. Je l'ai ignoré. Il a encore vibré. Puis, j'ai reçu un texto d'un numéro que je reconnaissais. Celui de Rosalie, ma voisine, qui habite 2 maisons plus loin. Nous étions en bons termes depuis environ 1 an. Elle a 32 ans, elle gère une entreprise de design graphique en freelance depuis chez elle, et elle vit seule avec un chat très enclin au jugement nommé Sherman. Son texto était court. Appelle-moi quand tu peux. Quelque chose de bizarre se passe chez toi. Je me suis excusé auprès des personnes présentes à la réunion, et je l'ai rappelé depuis le parking. Salut, Rosalie. Que se passe-t-il? D'accord, alors ne panique pas, mais il y a un panneau vendu en attente sur la pancarte à vendre dans ton jardin, et il y a des gens qui rentrent des meubles dans ta maison en ce moment même. J'ai arrêté de marcher. Répète ça. Il y a un camion de déménagement dans ton allée. 2 gars portent des cartons à l'intérieur. J'ai vu tes parents ici un peu plus tôt, avec un couple que je ne reconnais pas, et ils leur faisaient visiter la maison comme s'ils en étaient les propriétaires. Ta mère leur a dit qu'ils pouvaient commencer à apporter des affaires, puisque les papiers étaient presque terminés. J'ai pensé que tu avais peut-être vendu la maison sans le mentionner, mais ensuite je me suis dit que ça ne te ressemblait pas du tout, alors je t'appelle. Mes mains sont devenues glacées.
À quoi ressemblent ces gens? Le couple a la trentaine, peut-être. La femme est blonde, le gars est grand, les cheveux foncés. Ils ont l'air enthousiastes. Ils ont un enfant avec eux, qui a peut-être 5 ou 6 ans. Les déménageurs sont en train de décharger un canapé en ce moment. Est-ce que tu vois mes parents? Ton père est parti il y a environ 20 minutes. Ta mère est toujours là, en train de parler à la femme blonde sur ton Porsche, comme si elles étaient les meilleures amies du monde. J'ai ouvert l'application de ma caméra de sonnette. Elle a mis une seconde à se charger, car le Wi-Fi de l'hôtel était médiocre. Quand elle s'est enfin connectée, j'ai vu exactement ce que Rosalie avait décrit. Ma mère, se tenant sur mon Porsche, gesticulant vers ma maison comme un agent immobilier montrant une propriété. Une femme que je n'avais jamais vue auparavant, qui hochait la tête et souriait. En arrière-plan, 2 déménageurs transportaient mes meubles de jardin devant la fenêtre de ma cuisine. J'ai consulté les journaux de ma serrure intelligente. 4 ouvertures au cours de la semaine écoulée, toutes effectuées avec le code de mes parents. La dernière entrée datait d'il y a 2 heures. Rosalie, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. N'importe quoi. Prends des photos, si tu peux le faire en toute sécurité. Les plaques d'immatriculation du camion de déménagement. Les plaques de toutes les voitures dans l'allée. Horodater tout. N'approche personne. S'il te demande ce que tu fais, dis simplement que tu documentes la situation pour la surveillance de quartier. Es-tu d'accord avec ça? Je vais régler ce problème. Merci de m'avoir appelé. Sérieusement, si tu as besoin que j'aille frapper à la porte ou... Non, s'il te plaît, ne le fais pas. Je ne veux pas perdre une bonne voisine, juste parce que mes parents ont décidé de passer une audition pour la pire décision possible. Juste des yeux et des photos. C'est tout. Reçu. Je te rappelle dans 10 minutes avec des photos. J'ai raccroché, et j'ai fixé mon téléphone pendant environ 30 secondes, en essayant d'assimiler ce qui se passait. Mes parents étaient activement en train d'aider des étrangers à emménager dans ma maison, alors que j'étais à des centaines de kilomètres de là. Sans que je sois au courant, et sans ma permission. J'ai appelé mes parents. Mon père a décroché à la 3e sonnerie. Et, chérie. Que se passe-t-il dans ma maison? Un silence. Puis, je l'ai entendu dire quelque chose d'étouffé à quelqu'un d'autre. La voix de ma mère en arrière-plan. Parlez-moi tout de suite. Pourquoi y a-t-il des étrangers qui emménagent chez moi? Une autre pause. Nous avons pris une décision difficile pendant ton absence. Le mariage de Drake a lieu le mois prochain, et nous avons atteint d'importantes dates limites pour les fournisseurs. Le paiement final du lieu de réception, les forfaits de voyage pour les invités, le forfait de réception amélioré. Tout est arrivé à échéance en même temps, et nous n'avions plus d'option. De quoi est-ce que tu? Nous avons trouvé un acheteur, une jeune famille, très motivée. Ils sont dans une situation difficile avec leur location, et ils avaient besoin de commencer la transition. Nous avons conclu un arrangement, où ils pouvaient commencer à emménager certaines choses, pendant que nous gérions les derniers papiers. Avec tes capitaux propres, tu repartiras avec assez d'argent pour recommencer ailleurs. Ça suffit. Vous avez mis ma maison en vente sans ma permission. Pas de mise en vente, exactement. Nous avons trouvé quelqu'un via un contact. Une transaction très privée. L'important, c'est que... Comment avez-vous? J'ai entendu clairement la voix de ma mère maintenant, plus près du téléphone. Les biens de la famille appartiennent à tout le monde, chérie. Nous t'avons élevé. Nous t'avons aidé quand tu étais en difficulté. Et maintenant, Drake a besoin d'aide pour commencer sa vie avec Luna. C'est comme ça que les familles fonctionnent. Les biens de la famille appartiennent à tout le monde, ai-je répété lentement. C'est votre position. Ce n'est pas une position. C'est la réalité. Nous formons une unité familiale. Ce qui profite à l'un profite à tous. Drake mérite un beau mariage. Et tu as toujours été celui qui est responsable, celui qui trouve des solutions. Tu t'en sortiras très bien. Ma voix est devenue glaciale, mais mes mains tremblaient. Je vais vous rappeler dans 5 minutes. Ne bougez pas. Ne touchez à rien. Ne dites un mot à personne. Voyons, mon fils, il n'y a pas besoin de faire un drame. J'ai raccroché. J'ai rappelé Rosalie. Statut de la situation. J'ai les plaques, les horodatages,
les photos de ta mère avec la femme blonde, des clichés des déménageurs, tout. Ta mère m'a vu prendre des photos, et elle m'a fait signe de la main, comme si nous étions les meilleurs amis du monde. Je lui ai rendu son signe. Je ne suis pas intervenu. Envoie tout sur mon email. Je vais en avoir besoin. C'est déjà fait. Quel est ton plan? Appeler le 911, puis appeler un avocat, puis comprendre comment mes parents ont pu commettre une fraude immobilière assez rapidement pour que des déménageurs soient déjà à l'intérieur. Sois prudent. Je le suis toujours. J'ai appelé le 911, les urgences, et j'ai expliqué la situation aussi calmement que possible. Des personnes non autorisées déménageaient des affaires dans ma maison. J'étais le seul propriétaire. J'étais hors de l'état. Je pouvais fournir des documents immédiatement. Le répartiteur a été très professionnel, et a indiqué qu'un agent allait intervenir. Ensuite, j'ai appelé le service juridique de mon entreprise. J'ai expliqué que j'avais une urgence familiale impliquant une fraude immobilière, et que j'avais besoin des coordonnées d'un avocat qui gère ce genre de situation spécifique, dans le comté de Montgomery. Ils ont été très rapides, et m'ont donné un nom, Rebecca Walsh. Spécialiste en fraude immobilière, et ancienne procureure. J'ai appelé son bureau, et son assistante juridique a décroché. J'ai besoin de parler à Rebecca Walsh immédiatement. C'est au sujet d'une fraude immobilière en cours, impliquant ma résidence principale. Madame Walsh est en réunion, mais je peux. Je suis le propriétaire enregistré d'un bien immobilier dans le comté de Montgomery. Mes parents sont actuellement en train d'aider des étrangers à emménager dans ma maison, sans ma connaissance ni ma permission. Il y a une transaction en cours en ce moment même. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse déposer des requêtes d'urgence aujourd'hui. Elle m'a mis en attente. 15 secondes plus tard, Rebecca Walsh décrochait. Ici Rebecca. Dites-moi tout. Je lui ai tout exposé. La chronologie des faits, les images de la sonnette, les déménageurs, l'appel téléphonique avec mes parents, et leur justification. Elle a écouté sans m'interrompre. D'accord. Première question. Êtes-vous le seul propriétaire sur l'acte? Oui. Acheté il y a 2 ans. Il n'y a que mon nom sur le titre. Deuxième question. Avez-vous donné une procuration à vos parents à un moment quelconque? Non. Rien de tel. Ils avaient les clés de la maison et les codes du garage, mais aucune autorité légale sur la propriété. Troisième question. Quand rentrez-vous en Pennsylvanie? Je peux prendre un vol dans 3 heures. Faites-le. En attendant, je dépose une requête d'urgence pour suspendre toute clôture ou tout transfert. J'aurai besoin que vous m'envoyiez par email l'acte de propriété, votre relevé de prêt hypothécaire, votre permis de conduire, et toute communication avec vos parents à ce sujet. Pouvez-vous faire ça depuis l'endroit où vous êtes? Je suis déjà en train de préparer les fichiers. Bien. C'est une fraude évidente. Mais le fait que ce soit votre famille complique l'aspect émotionnel. Ça ne complique pas l'aspect légal. En Pennsylvanie, une falsification impliquant un acte de propriété peut être qualifiée de crime de 3e degré. Ajoutez à cela l'usurpation d'identité, s'ils ont utilisé vos informations pour signer des documents, et vous vous exposez à un cumul d'accusations. J'ai besoin de savoir, tout de suite, si vous êtes prêt à poursuivre cela au pénal. Oui. Sans aucune hésitation. Aucune. Très bien. Envoyez-moi tout. Je contacte ensuite la société de titres de propriété, pour bloquer toute transaction qu'ils seraient en train de traiter. Rentrez chez vous aussi vite que possible. J'ai envoyé les documents, j'ai réservé un vol, puis j'ai rappelé mes parents. Mon père a répondu. Nous devons avoir une conversation raisonnable à ce sujet. Je vais parler, et tu vas écouter. Je viens de raccrocher avec une avocate spécialisée en fraude immobilière. Je dépose une requête d'urgence pour stopper la clôture de la vente, quelle qu'elle soit, que vous avez organisée. J'ai contacté la police. J'ai des preuves photographiques de personnes non autorisées entrant sur ma propriété, et une trace écrite de ce que tu viens de me dire lors de cet appel. C'est ridicule. Nous sommes tes parents. Nous ne sommes pas des criminels. Vous avez vendu une propriété qui ne vous appartient pas. Vous avez falsifié des documents pour y parvenir. C'est un cas d'école de fraude. En Pennsylvanie, c'est un crime grave. La voix de ma mère s'est fait entendre. Plus aiguë maintenant,
mais avec une pointe de peur. Nous n'avons rien falsifié. Nous t'aidons à voir les choses de manière plus globale. Le mariage de Drake est important, et tu te comportes de manière égoïste. Nous pensions que tu comprendrais une fois calmé. Les biens de la famille appartiennent à tout le monde. J'ai dit, c'est toujours votre position? Oui. Alors je suppose que nous laisserons un juge décider si ma maison compte comme un bien familial. Je serai à la maison dans 6 heures. D'ici là, n'approchez pas de ma propriété. Ne contactez pas les acheteurs. Ne touchez à rien. Si vous le faites, chaque action supplémentaire s'ajoutera aux charges retenues contre vous. J'ai raccroché. J'ai de nouveau vérifié la caméra de ma sonnette. Une voiture de police s'est égarée. Un agent parlait à ma mère sur le porche. La femme blonde et son mari étaient sortis, l'air confus. Les déménageurs avaient arrêté de décharger, et se tenaient près du camion, ayant l'air de vouloir être littéralement n'importe où ailleurs sauf ici. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. Est-ce bien le propriétaire de la maison? Voix d'homme. Très professionnel. Oui. Qui est à l'appareil? Officier Brennan, du canton de Lower-Marian. Je suis actuellement à votre résidence. Votre mère affirme que vous avez donné une autorisation verbale pour cet arrangement, et que vous traversez actuellement quelques difficultés. Pouvez-vous vérifier votre identité et prouver que vous êtes propriétaire? Je suis le seul propriétaire enregistré. J'ai acheté la propriété en 2023. Je peux vous envoyer par email une copie de mon acte de propriété, mon relevé hypothécaire, mon permis de conduire, et la preuve que je suis actuellement dans l'Ohio pour le travail. Je n'ai donné aucune permission pour une quelconque vente ou transfert. Je ne savais rien de tout cela, jusqu'à ce que ma voisine m'appelle il y a 40 minutes. Envoyez tout à cette adresse email. Il me l'a dicté. Votre mère insiste sur le fait qu'il s'agit d'un malentendu. C'est une fraude. J'ai une avocate qui dépose des requêtes d'urgence en ce moment même. Elle s'appelle Rebecca Walsh. Je prends un vol pour rentrer ce soir. C'est compris. Je vais sécuriser la propriété et séparer les parties. Les acheteurs sont assez bouleversés. Je couvrirai tous les frais raisonnables qu'ils ont engagés à cause de cela. Ils n'ont rien fait de mal. C'est noté. Envoyez ces documents dès que possible. J'ai tout envoyé depuis mon téléphone. Mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Drake appelait, ma mère appelait, mon père appelait, puis Drake encore une fois. J'ai tout ignoré. Je me suis concentré sur mon trajet vers l'aéroport. J'ai reçu un texto de Rosalie. La police est toujours là. Ta mère pleure. Le couple avec l'enfant a l'air dévasté. Les déménageurs sont partis. Ton père vient d'arriver, et il se dispute avec l'agent. Tu veux que je continue à documenter? S'il te plaît. Tout. 40 minutes plus tard, j'étais à l'aéroport. J'ai vérifié mes emails. Rebecca avait déjà déposé la requête d'urgence, et m'en avait envoyé une copie. Elle avait également envoyé un email à la société de titres, avec mes documents, en leur demandant de stopper tout transfert en cours, et d'enquêter sur la chaîne de propriété. La société de titres a répondu dans l'heure, affirmant qu'elle gelait toute activité sur le dossier, en attendant l'examen d'éventuelles irrégularités dans le récent transfert de l'acte. J'ai reçu un autre texto de Rosalie. Tes parents viennent de partir. La police parle aux acheteurs. Ils pleurent. C'est brutal. Je l'ai appelé. Tu tiens le coup? Je vais bien. Je suis juste vraiment perplexe quant à la façon dont tes parents pensaient que cela allait fonctionner. Ils pensaient que je me laisserais faire, parce que je me laisse toujours faire. Mais cette fois-ci, ils ont mal calculé. Que se passe-t-il ensuite? Je rentre en avion. Je rencontre mon avocate. Nous allons comprendre ce qu'ils ont fait exactement, et comment annuler tout ça. Ma chambre d'amis est libre, si tu en as besoin. Ce n'est pas pour être bizarre, c'est juste pratique. Tu voudras être à proximité. Et honnêtement, je suis très investi maintenant. J'ai hésité. Accepter de l'aide me semblait encore étranger. C'est vraiment généreux. Tu es sûr? J'en suis sûr. Sherman te jugera en silence, mais il juge tout le monde. Tu survivras. D'accord. Merci.
Je t'envoie un texto quand j'atterris. L'officier Brennan m'avait dit de ne pas retourner à la maison, jusqu'à ce qu'ils aient fini de sécuriser les lieux et de rédiger leur rapport. Et honnêtement, après avoir vu des étrangers transporter des meubles devant mes fenêtres sur la caméra, je n'avais aucune envie de marcher dans cette allée la nuit, sans savoir qui pourrait encore s'y trouver. Je suis monté dans l'avion. J'ai passé le vol à lire la loi de Pennsylvanie sur la fraude immobilière sur mon téléphone, et à noter chaque détail dont je pouvais me souvenir. Chaque conversation. Chaque question étrange que mes parents m'avaient posée avant mon départ. Chaque fois qu'ils m'avaient mis la pression pour aider Drake. Chaque fois qu'ils avaient utilisé l'expression « les biens de la famille », comme si c'était une sorte de doctrine religieuse. J'ai atterri à Philadelphie à 21h. Rosalie est venue me chercher à l'aéroport. Elle était silencieuse pendant le trajet, ce que j'ai apprécié. Elle ne m'a pas poussé à donner des détails, elle s'est contentée de conduire. Mon pick-up était toujours chez moi, mais je n'étais pas encore prêt à affronter cette scène. Tes parents ont appelé sur mon téléphone portable, a-t-elle dit, alors que nous étions à environ 10 minutes de chez elle. Je ne sais pas comment ils ont eu mon numéro. Qu'ont-ils dit? Ta mère voulait savoir ce que je t'avais dit. Elle a affirmé qu'il y avait un malentendu, et que j'aggravais les choses en m'en mêlant. Je lui ai dit que je ne t'avais rien dit, à part ce que j'avais vu. Ensuite, ton père a pris le téléphone, et m'a dit que je devrais faire attention avant de me mêler des affaires de famille. C'était une menace. Je sais à quoi ressemble une menace. Je lui ai dit de supprimer mon numéro, et j'ai raccroché. Ensuite, je les ai bloqués tous les deux, parce que je n'ai pas de temps à perdre avec ces drames. Je suis désolé qu'il t'ait mêlé à ça. Ne le sois pas. C'est la chose la plus intéressante qui me soit arrivée depuis des mois, et j'ai clairement choisi le bon camp. Nous sommes arrivés chez elle. Une petite maison de ville, bien entretenue, décorée avec goût. Sherman était effectivement très enclin au jugement. Il m'a fixé depuis le dossier du canapé, comme si je lui devais de l'argent. La chambre d'amis est en haut. Première porte à gauche. La salle de bain est de l'autre côté du couloir. Serre-toi dans la cuisine. Merci. Vraiment. Je n'ai presque pas dormi. J'ai passé la majeure partie de la nuit à éplucher mes emails sur mon ordinateur portable, et à tout documenter. Vers 3 heures du matin, j'ai reçu un email de Rebecca Walsh. L'objet était « Vous devez voir ça ». Elle avait joint un fichier PDF. C'était un acte de transfert de propriété, quitclain deed, déposé au bureau de l'enregistrement des actes du comté de Montgomery il y a 5 jours, juste après mon départ pour l'Ohio. L'acte transférait la propriété de ma maison, de moi vers mes parents, en tant que copropriétaire avec droit de survie. La signature en bas de la page était censée être la mienne. Elle n'y ressemblait même pas. La personne qui l'avait falsifiée s'était entraînée, mais pas assez. La formation des lettres était incorrecte. La pression du stylo était différente. Mais, plus important encore, la section de certification montrait que le document avait été notarié à une date où j'étais physiquement dans l'Ohio. Je pouvais le prouver avec mes dossiers de vol, mes reçus d'hôtel, et les photos horodatées de l'usine que j'évaluais. Rebecca avait comparé la signature à celle de mes documents hypothécaires. La version falsifiée donnait l'impression que quelqu'un avait décalqué une ancienne signature, puis avait essayé de la recréer à main levée. Hésitante aux endroits où la mienne était fluide, trop appliquée là où la mienne était rapide. L'email de Rebecca expliquait le reste de la situation. Une fois l'acte frauduleux enregistré, et mes parents apparaissant comme propriétaires dans les registres publics, ils pouvaient mettre la propriété en vente, signer l'accord de vente, et organiser la transaction. Sans même avoir besoin de ma présence. Ils avaient, en gros, d'abord volé la maison sur le papier, puis l'avaient vendue. Le notaire qui avait apposé son sceau n'avait, soit pas vérifié l'identité correctement, soit falsifié la certification de bout en bout. L'acheteur était une jeune famille du comté de Delaware. Ils avaient vendu leur précédente maison, et disposaient de liquidités issues de cette vente. Leur dépôt de garantie était bloqué sur un compte séquestre, et la clôture de la vente était prévue dans 8 jours. À 6 heures du matin, j'ai renoncé à dormir, et je suis descendu. Rosalie était déjà levée, travaillant à sa table de cuisine avec un café, tandis que Sherman supervisait la situation depuis une chaise voisine. « Tu as une mine affreuse » a-t-elle dit. Je n'ai pas dormi. Mais j'ai découvert comment ils ont fait. Ils ont déposé un acte de propriété frauduleux, transférant la propriété de moi vers eux,
puis ils l'ont mise en vente et vendue comme s'ils la possédaient vraiment. C'est de la folie. Elle m'a versé du café sans même me demander. Quel est ton programme pour aujourd'hui? Réunion avec mon avocate à 9 heures. Dépôt des rapports de police. Défaire tout ce gâchis. Je dois aussi récupérer mon pick-up chez moi, à un moment donné. Tu veux que je vienne avec toi? Une paire d'yeux supplémentaires. Du soutien moral. J'ai de nouveau hésité. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Tu en as déjà fait plus qu'assez. Je te le propose. Et puis, Sherman a besoin d'être un peu seul pour comploter la domination du monde, et je suis curieuse de voir comment tout cela va se terminer. D'accord. Merci. Nous avons rencontré Rebecca à son bureau, à King of Prussia. Elle avait une quarantaine d'années, portait un tailleur élégant, et avait un regard encore plus acéré. Elle avait étalé le dossier sur sa table de conférence à notre arrivée. Avant de commencer, je dois connaître vos objectifs ici. Poursuite civile, poursuite pénale, ou les deux? Les deux. Ça va être laid. Vos parents feront probablement face à des accusations de crime, un crime de 3e degré pour la falsification de l'acte, et potentiellement d'autres charges pour usurpation d'identité, vol par tromperie, et dépôt de faux documents. Nous parlons d'une éventuelle peine de prison, si le procureur décide d'engager des poursuites. Et si je ne poursuis qu'au civil? Vous pouvez intenter un procès pour obtenir des dommages et intérêts. Mais l'aspect pénal ne disparaît pas, juste parce que vous ne le poursuivez pas. Une fois que nous aurons déposé le rapport de police, et montré les preuves de la fraude criminelle, le bureau du procureur peut décider de poursuivre de manière indépendante. Ils prennent la fraude immobilière très au sérieux dans ce comté. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils risquent des poursuites pénales. Très probablement, oui, a répondu Rebecca. La falsification est documentée. La situation du notaire aggrave les choses, car quelqu'un a notarié un document affirmant que vous l'aviez signé, alors qu'il est probable que vous étiez hors de l'état à ce moment-là. Nous devrons identifier ce notaire. Elle m'a expliqué les étapes suivantes. Une audience d'urgence dans 2 jours, pour annuler l'acte frauduleux et stopper la vente. Une plainte pénale auprès du bureau du procureur. Les acheteurs récupéreraient leur dépôt de garantie depuis le compte séquestre. Les dommages et intérêts civils seraient calculés, puis réclamés séparément, une fois que l'affaire pénale aurait établi la réalité de la fraude. Les acheteurs sont également des victimes dans cette histoire, a précisé Rebecca. Ils ont agi de bonne foi, en se basant sur des documents frauduleux. J'ai contacté leur avocat ce matin. Ils sont dévastés, mais ils comprennent que la situation n'est pas de votre faute. Je veux leur parler, si possible. M'assurer qu'ils sachent que je vais couvrir leurs pertes réelles liées à tout cela. Je peux arranger ça, mais ça prendra un jour ou 2 pour coordonner les emplois du temps, et s'assurer que tout le monde est à l'aise avec cette rencontre. Cette attente était frustrante, mais je comprenais. Plus tard dans l'après-midi, Rosalie m'a conduit chez moi pour que je puisse enfin récupérer mon pick-up. Le ruban de la police était toujours là, mais la propriété était dégagée. J'ai récupéré mes clés à l'intérieur, j'ai démarré le pick-up, et j'ai suivi Rosalie pour retourner chez elle. La veille de l'audience d'urgence, je me suis rendu chez mes parents avec Rosalie. Non pas pour avoir du soutien, mais pour avoir un témoin. Ils devaient comprendre ce qui les attendait, avant de mettre les pieds dans ce tribunal. Je les ai trouvés dans leur salon. Drake était là aussi, assis sur le canapé avec son téléphone. Ils ont tous levé les yeux quand je suis entré. Personne n'a souri. Nous devons parler, a commencé mon père. Non, tu vas écouter. J'ai sorti un dossier de sous mon bras, et je l'ai posé sur la table basse. Qu'est-ce que c'est? A demandé ma mère. Ouvre-le. Mon père a tendu la main vers le dossier, et en a sorti le premier document. Son visage est devenu livide. Il a feuilleté les pages. La requête d'urgence. Le numéro de référence de la plainte pénale. Les captures d'écran de la caméra de ma sonnette, avec les horodatages. Les photos que Rosalie avait prises, avec les plaques d'immatriculation bien visibles. L'acte falsifié, accompagné de l'analyse comparative de Rebecca. Après tout ce que nous avons dépensé pour t'élever, a dit ma mère doucement, la voix tremblante. Tu fais vraiment ça. Lisez la page 4. C'est la partie où le procureur explique comment la falsification impliquant un acte de propriété peut être qualifiée de crime de 3e degré.
Ensuite, lisez la page 7. C'est là que mon avocate estime les dommages, y compris ce que vous avez coûté à la famille Collins. Leur fille allait avoir une chambre violette avec des étoiles. Le visage de Drake était devenu très pâle. Il fixait son téléphone, comme s'il pouvait le sauver, mais ses mains restaient immobiles. Tu savais, ai-je dit à Drake. Papa et maman t'ont dit ce qu'ils prévoyaient de faire. Non. Je veux dire, ils ont dit qu'ils préparaient quelque chose, mais je ne pensais pas qu'ils allaient réellement. Tu savais qu'ils parlaient de ma maison, et tu ne m'as pas prévenu. Le visage de Drake est devenu rouge. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Ils paient pour mon mariage. Je ne peux pas simplement. Ils ont dit que tu t'en sortirais. Ils ont dit que tu retombais toujours sur tes pattes. Alors, tu as gardé le silence pendant qu'ils commettaient une fraude, parce que ça t'avantageait. La famille prend soin des siens, a dit mon père. Mais sa voix avait perdu de son assurance. Vous essayez de me voler pour financer son mariage. Ce n'est pas ça, la famille. C'est juste du vol, caché derrière une belle histoire sentimentale. Les biens de la famille appartiennent à tout le monde, a répété ma mère. Mais maintenant, ça sonnait comme une phrase répétée, une phrase désespérée. Dans ce cas, je réclame votre retraite comme un bien commun. Ce serait un échange équitable. La pièce a plongé dans le silence. Drake fixait toujours son téléphone. Mon père était passé du livide au rouge. Ma mère pleurait, mais ses pleurs semblaient différents maintenant, plus réels. L'audience est demain à 10 heures, ai-je dit. Vous devriez probablement amener votre avocat, et ce notaire qui a validé des documents frauduleux pendant que j'étais dans un autre état. Vous devriez probablement vous en trouver un, vous aussi. J'ai laissé le dossier sur la table, et je suis sorti. Rosalie m'a suivi. Nous n'avons rien dit jusqu'à ce que nous soyons de retour dans le pick-up. C'était brutal, a-t-elle dit. Il le fallait. Et maintenant, je sais que Drake était dans le coup. Tu crois qu'il viendra demain? Probablement. Il ne pourra pas s'en empêcher. La rencontre avec les acheteurs a eu lieu le lendemain matin, juste avant l'audience. Ils s'appelaient David et Claire Collins. Leur fille de 6 ans s'appelait Sophie. Ils avaient vendu leur maison précédente, et loué temporairement une maison, en attendant de trouver le bon endroit. Ils avaient trouvé la mienne, par l'intermédiaire d'une connaissance de mes parents qui travaillait dans l'immobilier. Ils avaient rassemblé toutes leurs économies pour cet achat. Ils avaient déjà donné leur préavis pour leur location. Ils avaient déjà inscrit Sophie dans le district scolaire local. Tout notre plan reposait sur le fait d'emménager la semaine prochaine, a pleuré Claire. David n'arrêtait pas de s'excuser auprès de moi, comme si quelque chose dans cette histoire était de sa faute. Je suis tellement désolé, n'arrêtez pas de dire David. Nous n'en avions aucune idée. Ce n'est pas de votre faute, lui ai-je dit. Vous avez fait les choses correctement. Mes parents ont commis une fraude, et vous avez été pris dans les dommages collatéraux. Je vais m'assurer que vous ne perdiez pas d'argent à cause de ça. Et pour le logement temporaire? A demandé Claire. Nous avons donné notre préavis. Notre bail se termine dans 2 semaines. Rebecca est intervenue, nous allons documenter toutes vos pertes. Cela inclut vos frais de déménagement, les dépôts perdus, les frais de logement temporaire, tout. Une fois que l'affaire pénale aura établi la fraude, nous réclamerons l'intégralité des dommages et intérêts devant un tribunal civil. Sophie était assise sur une chaise près de la fenêtre, en train de colorier. Elle a levé les yeux. On allait faire du violet avec des étoiles. Ça a l'air magnifique, a dit doucement Rosalie. La réunion s'est terminée avec l'accord des Collins pour coopérer à toute action légale nécessaire. Ils sont partis avec un air dévasté, mais au moins, ils n'étaient pas en colère contre moi. L'audience d'urgence a eu lieu l'après-midi même. La juge s'appelait Wong. La cinquantaine bien entamée, l'esprit vif, manifestement le genre de personne qui avait vu toutes les variations possibles de la stupidité humaine. Elle a écouté la déclaration liminaire de Rebecca, a examiné les preuves que nous avions soumises, puis s'est tournée vers l'avocat de mes parents. Un certain Donald, qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Maître, aidez-moi à comprendre la position de vos clients. Ils sont désignés comme bénéficiaires sur un acte de renonciation, quit Clindide, daté de 5 jours après le départ du plaignant pour une mission de travail hors de l'État. L'acte porte ce que vos clients prétendent être la signature du plaignant, notarié à une date où le plaignant peut prouver, par de multiples sources,
qu'il était physiquement dans l'Ohio. Ensuite, vos clients ont initié la vente de cette propriété. Quelle est votre ligne de défense? Donald s'est raclé la gorge. Votre honneur, mes clients maintiennent qu'il y avait un accord tacite au sein de la famille, selon lequel la propriété serait considérée comme partagée. Un accord tacite. Cet accord a-t-il été documenté d'une quelconque manière? Un accord écrit, un acte enregistré et exécuté par le plaignant pendant qu'il était encore en Pennsylvanie? Une quelconque preuve de cet accord, au-delà des simples dires de vos clients? Les relations familiales ont certaines. Maître. Nous parlons ici de biens immobiliers, pas d'une voiture empruntée, ni d'une promesse verbale. Nous parlons d'un acte enregistré avec une signature notariée. Êtes-vous prêt à soutenir que vos clients pensaient raisonnablement pouvoir transférer le titre de propriété, sur la base d'un accord familial verbal? Donald avait l'air de vouloir disparaître sous le plancher. Votre honneur, mes clients ont agi en pensant qu'ils aidaient leur fils à gérer ses biens pendant une période difficile. Quelle période difficile? Le plaignant était en mission de travail. Il avait un emploi, il était à jour dans ses paiements hypothécaires, et selon toute apparence, il gérait parfaitement bien ses propres biens. Vos clients ont déposé un acte portant ce qui semble être une signature falsifiée, puis ont initié une vente sans que le véritable propriétaire en soit informé. En quoi est-ce de l'aide? Ma mère s'est mise à pleurer dans la galerie du public. De forts sanglots bruyants et tremblants. La juge Wong l'a regardée par-dessus ses lunettes de lecture. Madame, si vous ne pouvez pas vous contrôler, je vous ferai expulser. Rebecca a présenté les dossiers financiers, montrant des mois de tentatives de fraude, vérification de solvabilité, demande de compteur au service public, tentative d'ingérence professionnelle. L'expression de la juge Wong devenait plus dure à chaque page. Maître, vos clients sont-ils conscients que ce que nous examinons ici constitue potentiellement de multiples crimes en vertu de la loi de Pennsylvanie? La falsification d'un acte de propriété peut être qualifiée de crime de 3e degré. Usurpation d'identité, dépôt de faux documents. Vos clients sont-ils préparés à l'enquête criminelle qui suivra cette audience? Donald a regardé mes parents. Mon père fixait la table. Ma mère avait arrêté ses pleurs dramatiques, et semblait désormais sincèrement terrifiée. Voici maintenant ma décision. L'acte de transfert déposé il y a 5 jours est nul et non avenu. Le titre de propriété reste exclusivement au nom du plaignant, tel qu'enregistré à l'origine. La tentative de vente est annulée avec effet immédiat. Le dépôt de garantie des acheteurs sera restitué depuis le compte séquestre, avec tous les intérêts accumulés. Je transmets ce dossier au bureau du procureur de district, pour une enquête criminelle. Le notaire qui a certifié ce document fera également l'objet d'une enquête. Le greffier fournira des copies de tous les documents pertinents au procureur. La séance est levée. Mes parents ont essayé de m'approcher dans le couloir. Mon père avait l'air en colère, mais effrayé sous cette colère. Ça va détruire nos vies, a-t-il dit. Vous avez détruit vos propres vies. Je refuse simplement d'être détruit avec vous. Le mariage de Drake est dans 3 semaines. Comprends-tu ce que tu lui fais? Je comprends que vous avez essayé de voler ma maison pour payer ce mariage. C'est ça, que je comprends. Ma mère m'a attrapé par le bras. S'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Nous te rembourserons d'une manière ou d'une autre. Parle juste au procureur. Dis-leur que nous avons fait une erreur. Ce n'est pas moi qui ai déposé les accusations pénales. C'est la juge qui a transféré l'affaire au procureur. Même si je voulais abandonner les poursuites, ce qui n'est pas le cas, je ne pourrais pas. Tu vas nous envoyer en prison. Non, vous allez en prison parce que vous avez commis de multiples crimes. Moi, j'arrête simplement de mentir pour vous. Ils sont partis, avec Donald qui les suivait à la traîne. Rebecca et moi sommes retournés à son bureau. Le calcul des dommages-intérêts civils prendra du temps pour être fait correctement, a-t-elle expliqué. Une fois que nous aurons tout documenté, et que le procès pénal aura établi le schéma de la fraude, nous déposerons une demande de jugement sommaire. Cela prendra probablement 3 ou 4 mois. De quel montant parlons-nous? Les pertes documentées des Collins, vos frais d'avocat, la surveillance de votre crédit, les mises à niveau de votre système de sécurité, tous les frais de logement temporaire qu'ils pourraient encourir. Probablement de l'ordre de 70 000 à 80 000 euros au total. Ils n'ont pas cette somme, je le sais. Mais nous allons obtenir un jugement de toute façon.
Nous pourrons procéder à des recouvrements sur leurs actifs saisissables, une fois que nous l'aurons obtenu. Bien. Au cours des mois suivants, la machine judiciaire s'est mise en marche. Le procureur a déposé des accusations. La mise en accusation a eu lieu. Mes parents ont plaidé non coupables. L'audience préliminaire les a renvoyés devant un tribunal pour y être jugés. L'enquête sur le notaire a révélé des pratiques négligentes, mais s'est arrêtée avant d'inculper la notaire elle-même au pénal. Elle avait apparemment apposé son sceau sur la base d'une personne présentant une pièce d'identité. Mais l'enquête n'a pas pu prouver qu'elle savait que c'était frauduleux. Malgré tout, elle a perdu sa commission de notaire. Le mariage de Drake a été reporté, puis complètement annulé. Luna a rompu les fiançailles, une fois qu'elle a compris l'ampleur de la situation. Elle n'en avait apparemment aucune idée, jusqu'à ce que tout devienne public. La situation financière de mes parents s'est détériorée. Les frais d'avocat se sont accumulés. Ils ont dû vendre des choses, réduire leur train de vie. Leurs économies pour la retraite se sont évaporées. Ils ont dû quitter leur maison pour une plus petite location, avant même que le procès ne commence. Le procès a duré 3 jours. L'accusation a présenté son dossier de manière méthodique. La défense a tenté d'arguer de la confusion et d'une urgence familiale, mais n'a pas pu surmonter les preuves documentées. Le jury a délibéré pendant 4 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. Le prononcé de la peine a eu lieu 2 semaines plus tard. Le juge a condamné mon père à 4 ans dans une prison d'État. Ma mère a écopé de 3 ans. Tous deux seraient admissibles à la libération conditionnelle, après avoir purgé une peine minimale, mais ils seraient des criminels condamnés pour le reste de leur vie. J'étais assis dans la salle d'audience lors du prononcé de la sentence. Drake était là, avec des personnes que je ne connaissais pas. Ma tante Carole et mon oncle Jimmy étaient aussi. Drake m'a fixé du regard tout le temps. Quand le juge a lu les peines, Drake s'est levé. « Tu es content maintenant ? Ils vont en prison parce que tu n'as pas voulu laisser couler. » Le juge a frappé de son marteau. « Asseyez-vous, ou vous les rejoindrez pour outrage à magistrat. » Drake s'est assis, mais il a continué à me dévisager. Après l'audience, il m'a coincé dans le couloir. « J'espère que tu arrives à vivre avec toi-même. Tu as détruit la vie de nos parents. Tu as détruit ma relation. Tu as détruit cette famille. » Non. Ils ont commis de multiples crimes. Ils m'ont volé. Ils ont essayé de détruire mon crédit. Il ne s'agit pas d'une simple maison. Il s'agit du fait qu'ils me considéraient comme quelque chose à exploiter. Nous sommes une famille. La famille est censée pardonner. La famille ne vole pas sa propre famille. Et tu savais ce qu'ils préparaient. Ça fait de toi un complice. Tu es froid. Exactement comme papa. Non, je ne suis pas du tout comme papa. J'ai des limites. Je ne commets pas de crimes contre les personnes dont je suis censé me soucier. Il s'est éloigné. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis. Rebecca a intenté le procès civil, et a obtenu un jugement sommaire 4 mois après le prononcé de la peine au pénal. 73 000 € de dommages et intérêts. Mes parents ne pouvaient pas payer depuis la prison. Après leur libération, ils seraient soumis à des plans de paiement pendant des décennies, à supposer qu'ils puissent trouver du travail en tant que criminels condamnés. Les Collins ont trouvé une autre maison. Ils ont fini par me contacter, pour me remercier d'avoir couvert leurs dépenses documentées via le recouvrement civil. Rosalie et moi avons officiellement commencé à sortir ensemble, environ 6 mois après que tout se soit calmé. Rien de dramatique, juste une évolution naturelle, de voisin à ami, puis à quelque chose de plus. Elle comprenait ce que j'avais traversé, parce qu'elle en avait été témoin. Elle avait aussi sa propre histoire. Elle avait ses propres raisons d'apprécier la communication honnête et les limites claires. Notre relation fonctionnait parce qu'aucun de nous n'avait besoin que l'autre soit parfait, nous avions juste besoin d'être présents. 8 mois après la condamnation, je suis allé rendre visite à mes parents en prison. Non pas pour me réconcilier, mais pour rendre les choses absolument claires. Ils ont fait sortir ma mère en premier. Elle paraissait plus vieille, plus maigre. La prison l'avait changée. « Merci d'être venu », a-t-elle dit doucement. « Je ne suis pas ici pour des retrouvailles. Je suis ici pour vous dire quelque chose, et j'ai besoin que vous l'entendiez. Ce que vous avez fait n'était pas de l'aide. C'était du vol. Vous m'avez vu comme une ressource.
Vous avez vu ma maison comme quelque chose que vous pouviez prendre. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Elle a commencé à pleurer. Je sais. J'ai eu le temps de réfléchir ici. Quand vous sortirez, nous n'aurons aucune relation. Je ne prendrai pas vos appels. Je ne viendrai pas aux événements familiaux. Vous avez fait ce choix, le jour où vous avez falsifié ma signature. Mais nous sommes une famille. Non, vous êtes les gens qui m'ont élevé, puis qui m'ont trahi. Ce n'est pas ça, une famille. Drake a du mal à s'en sortir. Il a tout perdu. Peux-tu s'il te plaît? Non. Drake a fait ses choix. Il savait ce que vous prépariez, et il est resté silencieux. Il fait face à ses propres conséquences. Je me suis levé. Elle a tendu la main à travers la table, mais s'est arrêtée. Je suis désolé, a-t-elle dit. Ouais. Mais ça ne veut rien dire, cependant. Ils ont ensuite fait sortir mon père. Il avait l'air plus dur, en colère, comme si la prison n'avait fait que concentrer toute l'amertume en lui. Tu es venu pour exulter? A-t-il demandé. Je suis venu pour mettre les choses au clair. Vous avez fait des choix. Vous vivez maintenant avec les résultats de ces choix. Tu as mis tes propres parents en prison, pour des questions de droit de propriété. Pour de l'argent. Je vous ai mis en prison pour une question de confiance. Tu ne m'as jamais vu comme ton fils. Tu m'as vu comme une source de financement pour la vie de Drake. Drake avait besoin d'aide. Moi aussi. Mais quand il a fallu choisir entre les caprices de Drake et mes droits légitimes, tu l'as choisi, à chaque fois. Il avait besoin de plus. J'étais autonome, parce que tu m'y avais forcé. Ensuite, tu m'as puni pour cela, en décidant que mon indépendance signifiait que tu pouvais me prendre tout ce que tu voulais. Il m'a dévisagé. Alors c'est ça. Tu en as fini avec nous. J'en ai eu fini avec vous à l'instant où tu as déposé cet acte frauduleux. Tu es exactement comme moi. Froid. Non. J'ai des limites. J'ai de l'intégrité. Je ne commets pas de crimes contre les personnes que je prétends aimer. Je suis parti sans dire au revoir. J'ai conduit jusqu'à la maison de Rosalie. Elle m'attendait avec du café. Sherman m'avait désormais pleinement accepté, et revendiqué mes genoux comme son territoire, dès qu'il en avait l'occasion. Comment ça s'est passé? A-t-elle demandé. J'ai dit ce que j'avais à dire. C'est fait. Comment te sens-tu? Plus léger. Mon téléphone a vibré. Un texto de Drake. Merci pour rien. Maman vit des moments difficiles et papa s'attire des ennuis. J'espère que tu es fier de toi. Je l'ai montré à Rosalie. Des pensées là-dessus? Bloque-le. J'ai bloqué le numéro de Drake. J'ai bloqué les méthodes de contact carcéral de mes parents. J'ai bloqué tous les parents qui avaient pris leur parti, et j'ai pris mes distances. Mes parents ont purgé leur peine. Tous deux sont sortis pour bonne conduite, après avoir effectué la durée minimale. Drake a essayé de me contacter, par l'intermédiaire d'une connaissance commune, une fois. Il a dit qu'il voulait s'excuser. J'ai dit à cette personne que ça ne m'intéressait pas. Quand mes parents sont sortis, ils étaient ruinés, avec un casier judiciaire et des perspectives limitées. Drake n'a pas proposé de les aider. Il a dit qu'il n'en avait pas les moyens. Il a dit qu'il devait se concentrer sur la reconstruction de sa propre vie. Le gamin, pour qui il valait tant la peine de voler, a soudainement eu des limites, quand il a fallu que ça lui coûte quelque chose. Mes parents ont fini dans un logement subventionné, faisant des travaux qu'ils pouvaient obtenir avec leur casier, et vivant avec les conséquences qu'ils avaient eux-mêmes bâties. Je vis toujours dans cette maison, et je me la suis pleinement appropriée, dans tous les sens du terme. Rosalie a emménagé l'année dernière. Elle a amené Sherman, et tout son équipement de design. Nous partageons tout équitablement. Un partenariat, au lieu d'une dépendance. Le respect, au lieu de l'exploitation. Parfois, les gens me demandent si je regrette ce qui s'est passé. Si je regrette de ne pas avoir géré les choses différemment. Si je pense parfois à une réconciliation. La réponse est invariablement non. Ils ont fait leur choix. J'ai fait les miens. Les miens impliquaient de me protéger, et de responsabiliser les gens. Les leurs impliquaient des vols, des mensonges, et l'attente que j'accepte tout ça, simplement parce que nous partagions le même ADN.
J'ai fait le bon choix, et je ferai exactement le même choix à chaque fois.